On est live, voilà, il fallait que j'active mon micro, bien évidemment. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On a bien évidemment avec nous l'homme, la légende qui fait des analyses incroyables en ce moment. Les playoffs sont là, il est non pas comme Domantas Sabonis resté chez lui, il est sur le devant de la scène, bien évidemment, c'est FD. FD, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien. Ça fait du bien de voir du basket, du vrai, puisque maintenant j'ai plus besoin de regarder les Knicks. Donc je peux enfin regarder du basket qui ressemble un peu à plus que de la bouillie, quoi. Donc Et du coup, forcément, ça me donne envie d'écrire des articles, quoi, quand je vois du beau voilà, basket. c'est ce que j'allais dire. Et donc du coup, tu devrais, à l'instar de Jordan, bien évidemment, changer de franchise. Du coup, je te conseille pour ton bien pas et tout de celui de suite. QI. Pas tout de suite, peut-être plus tard dans ma vie, mais pour l'instant, je reste loyal. Tu as encore l'espoir, Nix. C'est beau, c'est beau. Félicitations, je pense que ça mérite des salutations. Donc, autre série. Autre Game 5, autre série à 2 partout, alors que Kyo, bien évidemment, est resté tout du long. C'est ça les vrais, merci Kyo. On reconnaît là les vrais. Une autre série à 2 partout, une série pour le coup où on ne s'attendait pas à ce que les choses soient si serrées. Bien évidemment, il y a eu la blessure de Devin Booker côté Suns qui change beaucoup de choses, bien malheureusement, pour la série et puis pour le jeu en général. On souhaite bien évidemment pas de blessure. Les Pels en profite un petit peu et puis instaure un jeu très intéressant et pose problème à certains endroits du jeu, très précisément à ces Suns-là. Ces Suns qui ont aussi des difficultés personnelles avec notamment leur situation, leur pourcentage à 3 points, leur efficacité à 3 points. On va revenir là-dessus en long, en large, en travers, surtout très précisément avec FD, puisqu'il nous a sorti un article qui est sorti ce midi que je vous renvoie dans le chat avec un petit copier-coller, bien évidemment. Comme ça, vous pourrez aller le regarder derrière l'émission si vous voulez réapprofondir tout ça, revoir en détail chaque vidéo qu'on pourra envoyer bien sûr dans ce live. Et puis je verrai pour ce qui est de la rediffusion ou quoi, je verrai ce qu'on fera, peut-être d'autres vidéos qui arriveront, je n'en dis pas plus, on verra ce qu'on fera dans les jours qui suivent et selon aussi le résultat de ce soir, bien évidemment. FD, par rapport à cette série, à ces matchs-là que tu as pu regarder, qu'est-ce que tu en as pensé ? Comment c'est ton avis global, plus général là-dessus ? Alors déjà, je voulais personnellement et au nom de l'équipe entière de QI nous excuser auprès des fans des Pelicans. À la trade deadline, premier blasphème, à la trade deadline, avec Camille et avec Xavier, on avait vraiment démoli la franchise en disant qu'on ne comprenait pas du tout le trade de McCollum. On avait vraiment rien compris à la direction que la franchise prenait, et puis vraiment on avait été vraiment dithyrambique sur leur direction. On savait pas du tout où ça allait. On avait dit, bon, de toute façon, ça va s'échouer. Ils vont chercher le play-in, ils vont pas se qualifier au play-in et ils vont repartir avec un mauvais pick de draft. Donc voilà, première excuse. Deuxième excuse, c'est pour la preview de la série où on a quand même donné 98% de chance aux Suns de l'emporter. Et je me rappelle que en interne chez QI, on avait même pensé à monter à 100, quoi. On voulait donner 100% de chance aux Suns d'emporter la série. Donc on n'a vraiment pas cru dans l'échange des Pelicans. Alors effectivement, il y a cette blessure de Devin Booker qui a un peu rebattu les cartes. Mais même avant, en fait, les Pelicans, c'était pas du tout ridicule. Et c'est vrai que j'ai pas regardé les 3 premiers matchs de la série, mais j'ai été forcé de regarder ce 4e match. Et vraiment, j'étais impressionné par la qualité tactique à la fois des Pelicans, même des Suns, malgré la défaite. Ils ont proposé des choses qui sont offensivement super agréables à regarder, on en parlera après. Mais voilà, les line-up que sont capables d'avoir les Pelicans sans meneur traditionnel pour organiser le jeu, avec Jackson Hayes, Valanciunas à l'intérieur, et ils arrivent toujours à générer des bons tirs, c'est vraiment super intéressant tactiquement, et ça nous permet de voir un petit peu autre chose en termes d'attaque. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce match 4, et ça m'a donné envie de regarder le reste de la série, et surtout ça m'a donné, et c'est un peu l'orientation de l'article, ça m'a donné l'idée que les Pelicans ont vraiment un rôle à jouer dans cette série, qui peuvent aller au bout. Non mais voilà, c'est comme Brooklyn-Boston. Heureusement que je ne fais pas de paris en ligne, nous dit Kamalito. Moi j'avoue que j'étais un peu comme tout le monde pour le coup, je voyais pas du tout ces Suns-là galérer et ces Pels-là être aussi compétitifs. Donc non, vraiment à mettre à leur crédit. Moi aussi il y avait un aspect où
ça m'arrangeait bien de pouvoir faire l'impasse sur une série. Bon, heureusement, Brooklyn-Boston, c'est terminé beaucoup plus rapidement que prévu, donc je vais pouvoir potentiellement shifter mon temps sur cette série-ci et rattraper tout ça, parce que effectivement ouais, ces Pelicans ont l'air beaucoup plus intéressants que ça. Ils ont fait en fait une vraie super belle fin de saison avec CJ McCollum, tu le rappelais, et on était un peu médisant peut-être à tort. On doit s'excuser, comme tu l'as fait FD, et notamment auprès de Kyo, qui est là dans le chat et qui en plus arrête de réviser pour apprécier les commentaires. Donc voilà, on doit bien s'excuser. Et donc, il nous dit un autre commentaire que je voulais amener à ton attention, même si tu lis le chat, je pense en même temps que moi. Alex Love qui disait article top de la part d'FD. Donc voilà, la félicitation est transmise. Et puis ça donnera envie à tous ceux qui seront à la rediffusion de regarder cet article. Tu cites dans l'article donc plusieurs points un petit peu clés qui font que effectivement ces Pelicans sont surprenants et que effectivement ces Pelicans pourraient avoir une chance vis-à-vis de ces Suns-là, alors que Speed Move FR nous rejoint. Bienvenue à toi, n'hésite pas dans le chat à nous faire part de tes commentaires. On a partagé avec le reste des fans de la franchise. On est 6, t'inquiète pas Kyo, je connais ça avec les Nuggets. On ne juge pas là-dessus ici, bien évidemment. Le premier point que tu cites vraiment, et c'est ce que nous disait d'ailleurs Kyo, il me semble également, Brandon Ingram vraiment fait une super série. Kyo qui disait c'est le meilleur joueur de la série depuis le départ de Booker. Comment ça se passe par rapport à Brandon Ingram? Qu'est-ce qui fait que il réussit vraiment offensivement à gêner ces Suns-là, à performer FD? Est-ce que pour ceux qui ne suivraient pas la série, peut-être ne suivraient pas la franchise et ne connaîtraient pas trop le joueur, comment est-ce qu'il performe? Le pourquoi du comment, c'est quoi ses zones préférentielles? Qu'est-ce qui gêne vraiment ces Suns-là offensivement de la part de l'ailier? Sa progression offensive sur ces 2 dernières années a été monstrueuse. Ça a toujours été un profil, même en sortant de Duke, ça a toujours été un profil de scoreur. Mais il a ajouté cette année déjà une capacité d'aller au cercle. Il a cette capacité vraiment à driver, à mettre le défenseur sur sa hanche et à aller finir au dunk. Il l'a montré 2-3 fois sur le match. Ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas forcément quand il était encore aux Lakers et qu'il a réussi à... Parce qu'il s'est renforcé physiquement aussi. Il a pris un peu de poids. Et maintenant, voilà, c'est un vrai joueur de percussion. Et il ajoute ça à son jeu à mi-distance, qui est vraiment son arme principale. C'est quelqu'un qui met des tirs qui sont très contestés, qui seraient d'ailleurs pour parfois des mauvais tirs, des pull-ups à mi-distance qui sont vraiment très bien contestés. Et parce qu'il est long, parce qu'il est grand, il arrive à tirer au-dessus et à avoir un bon pourcentage de réussite sur ses tirs. Et c'est typiquement le genre de joueur qui, en play-off, a brillé sur ces dernières années. Alors, mauvais timing, parce que c'est un peu le jeu de Kevin Durant aussi, et puis on a vu que ça s'est un peu moins bien passé. Mais ces joueurs qui arrivent à être super efficaces dans le jeu intermédiaire, ça fonctionne bien. On a l'exemple de CJ McCollum face à Denver. Désolé N5, désolé Jérémy, qui avait vraiment martyrisé la défense de Denver 2-3 séries d'affilée en play-off. Grâce à son jeu à mi-distance, et Brandon Ingram, c'est un peu la même chose qu'il fait aux Suns. Il prend très peu de tirs à 3 points, mais c'est surtout dans la zone intermédiaire et sur cette capacité de drive. Et donc, ce qui fait très bien, et c'est la base de son jeu, c'est juste aller à ses spots. C'est quelque chose que Kobe faisait très bien, quelque chose que KD fait très bien, c'est juste arriver en 2-3 dribbles à aller dans ses spots préférentiels, donc surtout à 45 à gauche pour lui, et un petit peu dans l'elbow à gauche. Et juste 2-3 dribbles, et puis après pull-up, là où c'est des tirs presque d'échauffement pour lui. Et ça, il le fait très très bien sur cette série, il l'a très bien fait sur le 3e quart-temps de ce match 4. Complètement, et c'est là qu'il fait son beurre et qu'il fait toute son efficacité offensive et la grande majorité de ses points. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo parce que je suis un débile, je l'ai fait pour ça, c'est pas pour rien. C'est les Suns qui défendent en drop, qui protègent du coup l'accès au panier. Et donc avec un Ayton qui descend du coup, et donc forcément Brandon Ingram qui en profite pour faire son beurre parfaitement sur la ligne du mi-distance.
Avec aussi une autre chose que tu soulèves dans l'article du coup, c'est le fait que une fois, une fois qu'on a dit ça par rapport à Ingram, sa zone préférentielle à mi-distance, etc., les Suns réagissent. Hein, c'est pas une équipe concurrente et contender pour rien, bien évidemment, avec un personnel défensif intéressant, notamment sur les ailes. Ils vont bien réagir et ils vont essayer défensivement de l'empêcher directement avant la réception du ballon, Brandon Ingram, d'aller finalement dans ces spots-là. Et là, et c'est Speed Move FR, nouvel arrivant sur le live et dans le chat, et auquel on souhaite la bienvenue bien évidemment, qui nous disait très surpris par sa capacité à jouer off-ball. Ça a été le counter finalement de Brandon Ingram à cette défense des Suns qui pouvait l'empêcher d'aller dans ces spots-là, avec notamment la tour de contrôle Jonas Valanciunas en passeur. Et donc ce jeu off-ball-là d'Ingram FD, est-ce que tu peux développer un petit peu plus ? Ouais, exactement, comme tu l'as dit. Alors, en fait, c'est dans la chronologie du match, hein. Il y a égalité à la mi-temps, ou presque. Mais après, Brandon Ingram prend ce coup de chaud à mi-distance, au début du troisième quart-temps. Et c'est là que les Suns se disent, bon, il faut qu'on défende avant qu'ils reçoivent le ballon. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont en fait deny la passe. C'est ce que fait Jay Crowder sur le premier clip. C'est ce que fera, il me semble que c'est Bridges qui le fait après. Donc, en fait, ils vont juste couper l'accès, couper la ligne de passe et empêcher Brandon Ingram de recevoir le ballon. Et en fait, ce que font les Pelicans, c'est assez classique, c'est qu'ils vont l'utiliser hors ballon, en posant des écrans et en utilisant justement sa gravité, que ce soit de tir à 3 points, de tir extérieur, pour forcer en fait les joueurs à respecter son tir extérieur. Et c'est là qu'il va jouer en backdoor. Sur les clips que vous voyez en arrière-plan, c'est ce qui se passe. Et on a Valanciunas qui arrive à le trouver 3 fois de suite en backdoor, et c'est vraiment magnifique. J'ai un biais incroyable pour les joueurs lituaniens, mais c'est typiquement pour ça, quoi. Enfin, je trouve ça magnifique, ce qu'a fait Valanciunas sur ce troisième quart-temps. C'était Jokic-esque, j'ai mis sur la conversation de QI Basket. Et moi, c'était l'ironie du sort, c'est ce que j'ai écrit dans l'article. C'est l'ironie du sort, c'est que cette utilisation de Brandon Ingram, en fait, ça m'a rappelé exactement ce que font les Suns avec Devin Booker. Ils utilisent Brandon Ingram en poseur d'écran, et après ils exploitent le mouvement hors ballon, ils exploitent les ajustements de la défense, et j'ai trouvé ça très 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 beau dans le troisième quart-temps. Et c'est vrai que Brandon Ingram a beaucoup progressé là-dessus. La faiblesse peut-être par rapport à ça, tu le dis dans l'article par rapport à Brandon Ingram, c'est peut-être le forcer du coup à plus jouer sur son playmaking, parce que c'est peut-être la plus grande faiblesse de son jeu. Du coup, comment défensivement les Suns peuvent répondre à ce défi-là, et comment peuvent-ils défendre vis-à-vis de lui pour finalement l'empêcher de faire cette alternance entre mi-distance et off-ball permanente, ce qui pourrait les mettre en danger. Du coup, c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le quatrième quart-temps. Ils ont décidé en fait, de l'empêcher d'aller à ses spots, donc pour limiter son tir à mi-distance. Donc défendre plus près de lui, tout simplement pour l'empêcher de pull-up. Si on est sur sa hanche, c'est quand même plus compliqué de pull-up que si on lui laisse 50 cm. Alors ça a beaucoup fonctionné, puisque Ingram a été forcé d'aller au panier, là où il est un petit peu moins efficace. Mais bon, parfois, voilà, il a explosé, il a mis un dunk énorme. Voilà, on peut pas tout le temps gagner face à des attaquants de ces qualités. Et puis, trivialement, ce qu'ils ont aussi fait, c'est que Ayton, ils lui ont dit sur le drop, monte un petit peu, quoi. Monte un petit peu. Il y a un clip là-dessus où Ayton vient. Alors, c'est pas vraiment un edge, mais il vient un peu à peu près au niveau du un peu au niveau du poseur d'écran, pour justement empêcher ce tir à mi-distance initial et forcer Ingram à aller plus loin dans ses progressions, dans la progression de son drive, en fait. Et c'est là que la prise de décision d'Ingram n'a pas été très bonne dans le quatrième quart-temps. Il allait s'empaler des défenses et prendre des lay-ups compliqués. Là, on en a raté 3 dans le quatrième quart-temps. C'est ça, pour l'instant, sa faiblesse à Brandon Ingram, c'est que sa prise de décision n'est pas encore magnifique si on lui enlève soit une ligne facile vers le panier, soit son tir à mi-distance en pull-up qu'il apprécie fortement. Donc ça va être ça la clé pour Phoenix, pour limiter Brandon Ingram, l'empêcher de tirer à mi-distance et le forcer à aller loin dans ses drives et vraiment overload, mettre une aide forte sur lui. Et à ce moment-là, il faudra le forcer à faire des kick-outs et de prendre les bons choix. Et c'est là, en plus, c'est d'autant plus surprenant pour Phoenix de ne pas faire ça, puisque autour, il n'a pas forcément des tireurs à 3 points qui sont monstrueux. L'action du semi-drop avec Ayton, il a Alvarado dans un corner. Si on est Phoenix, on prend un tir à 3 points d'Alvarado.
Il a CJ McCollum, certes, qu'il faut maintenir, mais sinon, il y a Herb Jones dans le corner. On peut laisser Herb Jones prendre un tir à 3 points Mais ouais, aussi. Donc, globalement, je voulais rebondir avec ça parce que c'est vrai que le clip tourne en boucle, donc du coup, peut-être les gens seraient hypnotisés ou perdraient l'intérêt. Mais c'est vrai que si on regarde, alors en plus de la position d'Ayton qui est un peu plus haut qu'un drop classique et qui en même temps et en même temps lui ouvre le drive et l'empêche de prendre ce mi-distance là pour vraiment forcer à Ingram a poussé son drive. Il y a aussi d'autres petites choses qui sont intéressantes, je vais y revenir pour ceux qui regarderaient. Donc comme le disait parfaitement FD, en plus de Ayton qui va monter un peu plus que sur un drop classique et qui va en plus forcer le drive en l'orientant et en empêchant le mi-distance d'Ingram. En plus de ça, on peut voir d'autres petites choses dont on parlait déjà en fait sur les vidéos qu'on a fait sur la défense, donc le live sur la défense des Celtics par rapport à KD bien évidemment, et puis la vidéo qu'on a faite qui reprenait ce live là et qui extrapolait aussi sur la défense face à Trae Young, dont tu as fait l'article FD bien évidemment. On voit le stunt ici de Jay Crowder qui dézone fortement par rapport à McCollum avec ce pari intrinsèque de la défense de la défense des Suns, de se dire qu'en fait de toute façon même si McCollum est une vraie menace à 3 points dans cette zone là et shoot efficacement à ce niveau là, malgré ça en fait Ingram sera pas capable de forcément faire cette lecture là et qui plus est de faire la passe, et donc c'est beaucoup plus rentable justement d'aller stunt et d'empêcher le drive et le mi-distance de Brandon Ingram. Et comme tu le disais parfaitement ensuite, on sait que là typiquement ce genre de passe là c'est difficile, c'est pas forcément donné à tout le monde, et que du coup les Suns peuvent parier sur le manque de niveau de playmaking de Brandon Ingram pour overload comme tu disais, donc surcharger la défense sur Brandon Ingram et se permettre de délaisser d'autres joueurs. Voilà, je revenais un petit peu plus précisément sur le clip. Il y a aussi deux grandes choses qui sautent aux yeux chez cette équipe des Pels. C'est bien sûr le rôle de Valanciunas, dont tu parlais tout à l'heure, ton petit faible pour les Lituaniens, bien sûr, FD, et aussi bien évidemment, surtout, c'est la grande storyline, une défense impressionnante et des profils défensifs extrêmement intéressants. Herb Jones en tête, bien sûr, mais on pense aussi à Trey Murphy, à Larry Nance qui, il n'est pas blessé, alléluia, et donc peut montrer à quel point il a un talent défensif intéressant et qui sert à ces Pelicans. Et comment tu peux rapidement résumer ça, histoire en 5 minutes, histoire qu'on ait un petit peu plus de temps pour expliquer tout ce qui est Spain pick and roll. Ouais, non, je vais aller assez vite. Tout simplement, Valanciunas, il a fait du Valanciunas, du tir à mi-distance, du post-up, et ça a vraiment fonctionné. Il met, je sais plus exactement combien de points il met, mais il en met plus de 20. Il a 9 sur 15 au tir, 8 sur 11 dans la raquette. Il a dominé Ayton poste bas. Ce qu'a fait Valanciunas, c'était très fort. Et en plus de ça, une des grandes storylines de cette série, c'est le fait que les Suns sont totalement dominés au rebond. Et c'est notamment grâce à Valanciunas qui prend encore 6 rebonds offensifs sur le match 4, il me semble. Ayton n'est pas le plus grand rebondeur défensif, mais ça se voit encore cette série. Valanciunas l'a absolument dominé. La vraie question de l'ajustement après pour les Suns, c'est est-ce qu'ils acceptent en fait le post-up et ils partent du principe, c'est un petit peu la vague dans la NBA actuelle des analytics, c'est d'accepter le post-up et de dire bon, on prend des points, mais c'est pas grave. Il vaut mieux prendre des hookshots qui sont pas des tirs très efficaces, plutôt que de venir aider ou de venir suraider et prendre un 3 points ouvert sur un kick-out. Et c'est pour l'instant le pari qu'ils font, en laissant Valanciunas en 1 contre 1 contre soit Javel McGee, soit DeAndre Ayton, qui tous les deux sont également dominés. Ou bien, peut-être qu'ils vont, pas forcément venir à 2, mais au moins venir en aide et donner des tirs à 3 points à des joueurs négligeables. Ce dont on parlait avant, Alvarado, Herb Jones, même Larry Nance, on peut prendre le pari. On peut prendre cette prise de risque. Mais voilà, la Valanciunas, donc à la fois au poste et à la fois une tour de contrôle pour tout ce qui est... c'est lui qui pose des écrans. C'est lui qui pose des écrans très importants pour Brandon Ingram, pour CJ McCollum. Et c'est lui qui fait les passes pour trouver Ingram en off-ball. Donc vraiment, la série de Valanciunas, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là. Après, si on part du côté défensif, tu as parlé de Herb Jones, de Trey Murphy, de Larry Nance. C'est de la taille.
de la taille et de la polyvalence défensive. Et ils sont capables en fait de neutraliser le small ball de Phoenix. Le fait de jouer Mikal Bridges en poste 4, ça pose beaucoup de soucis à beaucoup d'équipes. Finalement, aux Pelicans, un petit peu moins. Parce qu'ils sont capables de neutraliser en fait cette polyvalence offensive que les Suns ont sur les postes 2, 3, 4, où ils ont en fait à peu près le même profil. Tu peux mettre Jay Crowder, Cam Johnson, Mikal Bridges sur le terrain en même temps. Il y a beaucoup d'équipes pour qui ça va poser problème. Les Pelicans, un petit peu moins finalement. Et parce qu'ils sont capables de tenir sur le drive, et ils sont capables de museler la création de Bridges, même la création de Chris Paul, qui fait pas un très bon match 4, il est bien muselé par Alvarado. Certes, c'est Alvarado qui fait un peu le rôle à la patte Beverley, c'est lui qu'on va voir sur Twitter le lendemain, mais c'est Herb Jones qui fait un très très bon début de match sur Chris Paul notamment. Trey Murphy, Nance, ils sont capables de tenir Jay Crowder, Mikal Bridges sur du 1 contre 1. Et en fait, c'est ce qui fait que ces ailiers polyvalents des Suns perdent cette capacité de pénétration qu'ils ont. Et en fait, leur contribution offensive, elle est limitée au seul tir à 3 points. Et dans des soirs comme le match 4 où ça rentre pas, eh bien leur impact offensif est forcément limité. Et ça, c'est aussi à mettre au crédit de la polyvalence des Pelicans. Et si je fais un petit aparté draft, parce que c'est ma seconde casquette, Herb Jones, Trey Murphy, c'est typiquement des profils de grands ailiers polyvalents avec une longue envergure qui sont capables de défendre 3 ou 4 positions. C'est des profils qui partent très tôt à la draft. Trey Murphy, il est pris 16, 14, je sais plus. Herb Jones qui aurait dû partir plus tôt. Ce sont vraiment les profils qu'il faut s'arracher en ce moment. Quand on voit la réussite des Raptors, la réussite du Heat avec ce genre de profil, voilà, les Pelicans sont totalement dans cette lignée. Mais juste dernier point, avant qu'on passe au Spain Pick and Roll, tout n'est pas noir pour les Suns, parce qu'ils sont capables de se créer énormément de tirs ouverts. Et dans une soirée où ils auront un petit peu plus de réussite à 3 points, ça fonctionnera mieux. Ils font 26% à 3 points sur le match 4. J'ai cru comprendre que dans les 3 premiers matchs de la série, c'était pas non plus à leur moyenne de saison régulière. Et voilà, donc pour l'instant, les Pelicans, c'est vrai aussi que leur défense s'en sort bien parce que ils ont un petit peu de shooting luck, quoi. Ils ont un peu de ils ont un peu de réussite sur la réussite justement extérieure de Phoenix. Voilà. Et j'en profite du coup pour dans le chat, alors que je me suis unmute cette fois correctement, n'est-ce pas, pour lancer le trade de Greg, bien évidemment, qui aussi revenait sur la série la série Phoenix face à New Orleans, et qui revenait notamment sur la réussite à 3 points des Suns et à quel point il y avait ce déficit pour l'instant chez les Suns de réussite à 3 points, qui du coup leur fera le plus grand bien de retrouver. Et rapidement, s'ils ne veulent pas se faire surprendre par ces Pels-là, beaucoup de batailles de jeux de mots incroyables dans le chat, mais je vous laisse bien évidemment venir avec nous en live. Il faut nous rejoindre pour tous ceux qui verraient la rediff. Pour justement profiter, n'hésitez pas, c'est aussi sur Twitch qu'on peut justement interagir au mieux, avoir vos retours. C'est ça qui fait tout le sel de cet exercice-là en live. FD, ce que je te propose, c'est tu fais une 3e grande partie, cette fois-ci sur les Suns dans ton article, par rapport au Spain Pick and Roll. Donc c'est une action tactique assez précise que tu essayes de détailler, de démocratiser, de faire comprendre à tout le monde. C'est très didactif, on vous invite encore une fois à aller voir l'article, mais on va pouvoir peut-être y revenir. Ce qu'on se disait, parce que je suis moins bon comment dire ça, non, pédagogue que toi, FD. Et je saurais moins bien décrire la chose que toi, c'est que moi je lance la vidéo et tu peux expliquer rapidement une à une en fait sur chaque vidéo qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des Suns et quel est l'intérêt de cette tactique là, est-ce que quel joueur ça libère à chaque fois et quel contre-défensif est envisagé à chaque fois par les Pels et pourquoi à chaque fois ça crée une ouverture malgré tout. Est-ce qu'on se lance? Est-ce que tu es prêt, FD? Je te lance la première vidéo, je te laisse expliciter, de toute façon ça tourne en boucle et comme ça vous pourrez vous faire une idée. Ouais, alors sur le Spain Pick and Roll, globalement, juste le principe, c'est tout simplement un joueur, un ailier souvent, qui va poser un écran dans le dos du défenseur, du poseur d'écran. Donc en fait, on a deux écrans différents. Le premier qui est l'écran porteur, très classique, souvent au milieu du terrain.
Et puis derrière, on va avoir un ailier qui va se rapprocher, qui va faire un écran dans le dos pour faciliter le rôle. L'action première, normalement, c'est la passe lobée pour le big man, qui du coup est censé pouvoir bénéficier de cet écran dans le dos pour aller au panier. Mais en fait, Phoenix, ce qui est super intéressant, et c'est ce qu'on va voir sur cette petite palette, c'est qu'ils ont un nombre de variantes sur ce spin pick and roll qui est monstrueux. Dans l'article, si vous voulez, il y a un tweet de Antoine Tartrou, un collègue de Guillaume chez l'Écho des Parquets, qui a Je le compilé retrouve et je le lance dans le chat, comme ça vous pourrez le voir aussi. qui a compilé toutes les actions de spin pick and roll sur ce match. Il en a 13, moi j'en ai un peu moins que 13, je voulais juste montrer les différentes variantes. Mais voilà, en fait, c'est le go-to move de Phoenix. Ils font, enfin, à un moment, c'est du spam, quoi. Ils font ça sur 4-5 situations différentes, enfin, situations consécutives. Mais ça fonctionne parce qu'ils ont énormément d'actions différentes et tout repose sur la lecture. Et c'est ce qu'on va voir, en fait, la lecture, c'est quand même beaucoup plus simple quand c'est Chris Paul qui l'a fait. Première occurrence de ce spin pick and roll, on est à 3,56 dans le premier quart-temps. Donc ça, c'est la première vidéo que je pense que vous voyez en boucle. Je suis pas sur le Twitch, donc je vois pas ce que vous voyez. T'inquiète, j'ai lancé. Du coup, on a Cameron Payne qui va prendre un premier écran de DeAndre Ayton. Landry Shamet qui va... en fait, non, ça commence même autrement. Ça commence par Landry Shamet qui fait mine de prendre un écran de DeAndre Ayton, qui est en fait une Iverson cut, on va dire, pour libérer Shamet, mais c'est pas du tout ça qui se passe. En fait, du coup, DeAndre Ayton vient au pick and roll central. Shamet se place derrière, au niveau de Larry Nance, comme s'il allait poser un écran, un spin pick and roll. Et en fait, tout de suite, ce qu'il fait, c'est qu'il gicle à 3 points. On a un tir complètement ouvert pour Landry Shamet. Ce qui est intéressant sur cette vidéo, c'est surtout en fait de voir quel est le plan des Pelicans. Le plan, c'est ce que vous voyez avec CJ McCollum. Du coup, CJ McCollum, qui à la base défendait sur Shamet, sort sur Cameron Payne. Et du coup, c'est le défenseur de Cameron Payne qui doit sortir sur le poseur du spin pick and roll. Donc là, c'est Herb Jones qui devrait sortir sur Landry Shamet. Et comme on va le voir sur l'ensemble des vidéos, cette rotation se fait très mal. Manque de communication. Est-ce qu'ils parlent pas assez fort? Je sais pas pourquoi, mais ils le font très très mal cette rotation. Et c'est pour ça que Phoenix va avoir énormément de tirs ouverts sur ces situations de pick and roll. Donc voilà, première situation, Landry Shamet qui rate un tir qui est complètement ouvert, c'est un petit peu la constante dans ce match pour Phoenix. Alors on se fout beaucoup de notre gueule là dans le chat, et je vais quand même devoir sévir messieurs en disant qu'il faut remettre la vidéo, hein, blablabla, l'ironie parce qu'elle passe en boucle bien évidemment. Nous messieurs, nous sommes pédagogues, on croit beaucoup en la répétition, c'est très important. Allez, c'est bon, on enchaîne. On enchaîne. Alors, donc voilà, donc on enchaîne, mais sachez que la répétition c'est important, c'est pour ça que ça tournera en boucle. Merci. Allez, super. On passe à la deuxième vidéo, on est 3 minutes après. De nouveau, Cameron Payne qui va prendre un écran de JaVale McGee. Cameron Johnson, pareil, même principe. La rotation, elle est encore à la bourre, un petit peu moins à la bourre cette fois-ci, mais c'est la même rotation. Hein. Si vous voyez, c'est Graham qui du coup sort sur Cameron Payne, et c'est Trey Murphy qui du coup reconnaît un petit peu plus rapidement l'action et qui arrive à venir contester le tir de Cam Johnson. Du coup, 0 sur 2 pour Phoenix. Est-ce que là, c'est bon? On n'a pas passé trop de temps sur la vidéo. Super, enchaînons. On a l'intervalle entre le premier et le deuxième quart-temps, donc imaginez bien que ça a dû parler de ces spin pick and roll chez Monty Williams et chez Chris Paul, puisque pour une des premières possessions du deuxième quart-temps, on arrive sur la masterclass de Monty Williams et Chris Paul. Chris Paul qui arrive dans le match, même fin d'écran pour Cameron Johnson au niveau de la ligne des lancers francs. Finalement, c'est JaVale McGee qui vient poser un écran sur Deontay Graham. Et bien finalement, ce qui se passe, c'est que Cameron Johnson, au lieu de poser le spin pick and roll, alors que on s'attend tous à ce qu'il pose le spin pick and roll, Jonas Valanciunas s'attend aussi à ce qu'il pose le spin pick and roll. Du coup, il recule, ce qui place Chris Paul et JaVale McGee dans une situation de 2 contre 1 face au pauvre Valanciunas qui est en drop. Et ben là, il suffit juste de faire une petite passe pour JaVale McGee. Ce qui est intéressant, c'est pas tant la passe pour JaVale McGee, c'est surtout ce qui se passe dans le corner.
si on regarde ce qui se passe dans le corner avec Cameron Johnson, c'est que au lieu Cameron Johnson de gicler à 3 points comme on l'a vu avec Landry Shamet et puis lui-même au début du deuxième quart-temps, bah là non, il va se placer dans le corner et il va bénéficier d'un écran de Mikal Bridges. C'est un hammer screen, il me semble, euh, un écran marteau pour libérer un shooter dans le corner. Mais Chris Paul, voilà, fait la bonne lecture. Finalement, Trey Murphy a anticipé dans le corner, donc du coup, on a le alley-oop pour JaVale McGee qui est ouvert. Ok, même principe toujours, avec Cameron Johnson et JaVale McGee qui posent l'écran, vous connaissez, JaVale McGee qui monte à l'écran, et là, ajustement des Pelicans, au lieu de drop avec Valanciunas, on va venir faire un espèce de edge ou de blitz, vous appelez ça comme vous voulez, vers la gauche, et du coup, Chris Paul qui va tout simplement partir vers la droite. Et là, le même écran dans le corner dont on parlait juste avant, et bah cette fois-ci, les Pelicans n'ont pas vu cet écran arriver, puisqu'en fait, Trey Murphy qui défendait Cameron Johnson et du coup le low man, c'est lui qui doit venir aider sur le drive, sur l'utilisation du low man, un super podcast, le Basket Lab, Guillaume, que vous pouvez écouter, il me semble que c'était avec Antoine Tartrou, qui ont fait un épisode consacré à ce rôle défensif de Lomen. Ce Lomen ici, c'est Trey Murphy qui est obligé de venir aider sur le drive de Chris Paul, puisque Valanciunas et Deontay Graham sont battus. Ce qui laisse McCollum à 1 contre 2 dans le corner. L'écran de Shamet est parfait. Cameron Johnson, ficelle à 3 points. C'est parfait. Voilà, ça c'est pour la variante hammer screen dans le corner. Donc regardez ça quand vous regardez les Suns, vous verrez. Il y a 2 variantes principales. C'est soit on va poser le spin pick and roll et ensuite on va vite pop out à 3 points pour un tir ouvert, ou bien on va aller plus loin dans la progression et surtout on va faire des feintes. En fait, on va faire croire qu'on fait un spin pick and roll, mais non, en fait, ça va être un écran normal, mais la défense se sera ajustée et donc on va pouvoir soit exploiter, en fait, on va exploiter ce que la défense nous donne. Si la défense défend le pick and roll comme un pick and roll classique et vient avec le rollman taguer le roll, donc vient empêcher le grand de rouler, à ce moment-là, dans le corner, on est à 2 contre 1. Si au contraire, ils voient le hammer screen et ils sont à 2 dans le corner, à ce moment-là, on a une situation de surnombre sur le pick and roll. C'est rien de très compliqué, en fait. C'est pas des systèmes qui sont pensés comme très complexes à la base, mais c'est juste des adaptations en temps réel, des ajustements, des lectures. Et c'est ce que je disais avant, ça aide beaucoup d'avoir Chris Paul qui est capable de voir cette. Moi, j'ai besoin, je pense qu'on a tous besoin de voir ça 3 fois pour lire exactement la défense. Lui, il le fait en temps réel sur le terrain. Et encore là, je parle que d'ajustements qui sont vraiment visibles à l'œil nu et qui sont vraiment évidents au premier visionnage d'un match, mais il y a tellement beaucoup plus d'ajustements qu'on rate en fait. Voilà. J'en profite ça, c'est du pour coup pour encore une Vas-y. fois saluer l'aspect lecture encore une fois du jeu, c'est-à-dire que il faut un meneur. Quand on parle de playmaking elite par exemple, c'est à ça qu'on peut faire référence, ce genre de capacité-là d'un joueur, de pouvoir faire ces lectures-là en temps réel, s'y adapter et faire ensuite et exécuter ensuite la bonne passe, parce qu'il faut et faire la bonne lecture, ce qui n'est déjà pas donné à tout le monde, et ensuite parfaitement gérer la passe, ce qui n'est pas non plus là encore donné à tout le monde. Vous voyez notamment que par exemple sur cette action, la passe est légèrement lobée. C'est des petits trucs comme ça qui paraissent un peu, qui peuvent passer inaperçus, mais finalement c'est des choses qui comptent surtout en match en pleine exécution. Voilà, je vous laisse faire cette petite parenthèse histoire aussi que tu reprennes un petit peu ton souffle, que tu boives un coup, FD, bien évidemment. Pour que je boive un coup. Alors que Guillaume nous dit, est-ce que le système serait pas meilleur avec Torrey Craig plutôt que Cam Johnson? Et je ne peux que dire oui, étant donné que je suis moi aussi membre du fan club de Torrey Craig. Nous sommes 3 avec Guillaume et Jérémy, bien sûr. On peut lancer, si tu veux, du coup tu parlais d'ajustement, de variation, etc. Le 5e qui est un spin pick and roll inversé, si on peut dire. Ouais. Et donc là, du coup, on est dans le 4e quart-temps. Chris Paul vient de prendre un petit peu... dans le troisième match, il avait pris feu à mi-distance et il avait fait ses elbow mid-range qui avait vraiment fonctionné contre les Pels et c'est ça qui avait gagné le match en fait pour Phoenix. Et donc ils essayent un petit peu de faire la même chose, de lui donner de le laisser aller à son spot dans le elbow droit.
Et en fait, ce qu'ils vont faire là, c'est qu'ils vont tout simplement inverser le pick and roll, comme tu l'as dit. Ils vont d'abord poser avec Shamet, et ensuite un espèce de deuxième écran. C'est pas forcément un Spain, mais c'est une variation de Spain. On va en fait juste donner du momentum à Chris Paul. On sait de toute façon qu'ils vont changer cet écran, puisque c'est ce qu'ils font sur les Spain. On sait qu'ils vont changer cet écran. Graham est battu. L'écran de Maggie est très bon. Et puis après, là, c'est juste Chris Paul qui est Chris Paul. Euh, c'est Herb Jones qui est descendu pour défendre Maggie, forcément, laissant ouvert Shamet tout seul à 3 points. Euh, et puis voilà, le tir est ouvert. Est-ce qu'il le met? Oui, il le met en plus. C'est juste cette capacité à tout le temps innover et à trouver des tirs à 3 points qui sont ouverts. Et si Herb Jones était resté sur Landry Shamet, bah alors on aurait eu soit un mid-range de Chris Paul sur sa main droite en allant à droite, donc 2 points, soit un lob vers Maggie, donc on peut penser à 2 points aussi. Alors que Kyo nous demande, je sais pas si tu avais quelque chose à dire du coup en plus FD, mais Kyo nous demande aussi comment contrecarrer du coup ce genre d'attaque. Bonne question. Le mieux, je pense, le mieux, c'est d'avoir un poste 5 qui peut faire autre chose que du drop, ce qui n'est pas forcément le cas de Valanciunas, pour pouvoir changer à 3 joueurs en fait. Et en fait, c'est ça la meilleure, c'est ce qu'a très bien fait Milwaukee, c'est de pouvoir justement mettre Giannis en poste 5, et en fait que l'écran que pose Ayton, enfin l'écran qui est posé sur Ayton et Maggie puisse juste être switché en fait. Qui ait pas besoin de faire cette rotation défensive entre les deux arrières, en fait, qui est compliquée parce que la portion du terrain qui est à couvrir est vraiment grande. Si en fait tu es capable de switcher individuellement les deux écrans, c'est-à-dire que du coup le grand va prendre le meneur qui prend le premier écran, du coup... Oula, mais en fait, si tu es capable de switcher les 3 écrans, globalement, tu arrives à neutraliser à peu près l'action. Puisque les distances de rotation sont beaucoup plus faibles. Le problème de Valanciunas, c'est qu'il n'est pas capable de faire ça. Et donc, c'est ça la limite, en fait. Et c'est ce ça que la tu limite. montrais dans une dernière vidéo, du coup je l'ai mise et ça me permet d'expliciter aussi un petit peu, où il y a une tentative de edge de la part de Valanciunas qui ensuite revient sur Ayton, et finalement on voit que c'est pas suffisant parce que bah, il est un petit peu en retard et il backpedal, genre il est un peu sur les talons sur sa défense, du coup sur le retour sur Ayton, et donc du coup Ayton peut en profiter à une position quand même plutôt bonne, et donc bah, ce flotteur facile, et Chris Paul le trouve très vite. Vous le voyez donc bien là avec voilà, le Valanciunas qui monte très haut sur Chris Paul pour empêcher toute l'action, mais ensuite qui est obligé de revenir très vite sur Ayton. Ayton qui va du coup s'installer dans la peinture, et bon, Jonathan Valanciunas est un peu court. Voilà. Tu montrais un petit peu que, encore une fois, ça étayait ton propos qui était de dire que bah, Valanciunas, oui, effectivement, étant donné qu'il peut à peu près faire que du drop en défense, c'est d'autant plus compliqué face à ce genre d'action. Exactement, exactement. Et puis, c'est ce que je disais un petit peu hier avec Tartrou sur Twitter. L'avantage est souvent à l'attaque, en fait, sur ce genre de situation, puisque voilà, c'est eux qui ont les variantes, ils savent où ils vont aller dans leur progression offensive. Et la défense, en fait, c'est très compliqué si tu ne switches pas tout. Si tu ne switches pas tout, c'est très compliqué de savoir où l'action va aller, en fait. Et c'est là que les Suns arrivent à tout le temps avoir un coup d'avance sur les Pelicans. C'est que eux, ils savent où va être la solution. Et ils savent parce qu'ils ont une bonne lecture, ils savent où aller. Les Pelicans, en fait, pour l'instant, ne peuvent que réagir. Et c'est un peu là-dessus que je finis aussi mon article, c'est la jeunesse dont on parlait avant de leur défenseur ailier polyvalent, c'est peut-être là qu'elle leur fait du mal, qu'elle leur fait du tort. Herb Jones et Trey Murphy, aussi bon sur l'homme soit-il, et aussi bon Herb Jones soit-il dans les en roamer, R-O-A-M-E-R, en roamer, en mec qui crée le chaos défensivement hors ballon, aussi bon soit-il, sur ces actions offensives qui sont complexes, leurs rotations, elles sont pas encore totalement au niveau. Et c'est là que les Suns peuvent arriver à générer tout le temps des tirs ouverts. Donc le Spain, ça va être vraiment pour les Suns encore plus important, d'autant plus important que Devin Booker n'est pas là et que Chris Paul semble être bien défendu.
Maintenant, voilà, si les tirs à 3 points rentrent pour les Suns, il y a vraiment, vraiment, vraiment moyen de générer énormément de points là-dessus. Et puis maintenant, pour les Pelicans, il faudra tenter autre chose si les tirs commencent à rentrer. Parce que si sur les premières situations que je vous ai montrées sur le premier et le deuxième quart-temps, si ces tirs rentrent, on parle d'un match quand même assez différent. Il y a un différentiel de 6 à 9 points, quoi. Donc là-dessus, ça va être crucial de voir, d'une, si les Spells arrivent à faire les ajustements nécessaires pour empêcher ces tirs ouverts, et deux, plus trivialement, ce sera si les Suns arrivent justement à mettre ces tirs ouverts, il faudra faire confiance à Cam Johnson et à Landry Shamet, et éventuellement à Jake Crowder aussi. Donc, par conséquent, nous dit Kyo, c'est la jeunesse des Pels qui va tuer les Pels. En tout cas, c'est forcément une chose qui peut jouer des deux côtés. Mais effectivement, on peut le voir aussi un peu comme ça. Après, il y a aussi une question de, comme tu le disais très bien sur cette action, quand même, la limitation du roster et notamment des façons de défendre. Et le Spain pick and roll, quand tu disais, je voulais juste revenir à ça parce que j'y pense, le fait de pouvoir le switcher de bout en bout sur les 3 écrans potentiels, c'est pas donné à tout le monde en fait. Hein. C'est très Non, clairement. clairement pas. C'est très... Mais après, à la hauteur aussi c'est pas donné à tout le monde de faire toujours la bonne lecture non plus. Donc c'est pour ça que finalement c'est une superbe action et qui se démocratise énormément à travers la ligue. Je pense que maintenant que vous avez vu ça, vous allez pouvoir le voir bien d'autres fois à travers bien d'autres équipes. Donc soyez vigilants. FD, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à cette série, par rapport à tout ça? Non, juste que déjà, c'est ce que je disais un petit peu avant, il y a énormément d'ajustements en fait, qu'on ne voit pas. C'était un petit peu la teneur d'un débat entre Stan Van Gundy et beaucoup de tweetos ces derniers jours. C'est juste que on va souvent dire oui, un coach, je ne parle pas de Steve Nash, un coach ne fait pas d'ajustement, ou oui, c'est incroyable, ils n'ont pas réagi, ils ont pris des tirs sur le premier match, et puis finalement sur le deuxième match, ils ont pris exactement les mêmes tirs. Mais je pense qu'à l'œil nu, pour nous autres néophytes, enfin néophytes, pas forcément néophytes, mais nous autres mortels, c'est compliqué de tout voir en direct, et même après en regardant possession par possession, c'est compliqué de voir tous les ajustements tactiques. Nous, voilà, ce qu'on a essayé ce soir, c'est de parler du Spain pick and roll, parce que c'est une action ciblée et on peut voir les ajustements d'une possession à l'autre, mais il y a énormément de choses qu'on voit pas en fait. Euh, et juste voilà, c'est une très bonne chose. C'est juste que le niveau offensif de cette série, mais j'ai envie de dire de manière générale des playoffs en NBA, est monstrueux. Les ajustements sont vraiment hyper intéressants à regarder. Et voilà, c'est cette série, voilà, pour la fin de ça, on donnera nos pronostics après, mais pour la fin de cette série, je pense que ça va être ultra intéressant à regarder, parce que les Suns sont un petit peu dos au mur et qu'ils vont devoir trouver des nouvelles choses, et puis après à voir si les Pelicans peuvent continuer sur cette bonne forme offensive, et puis sur cette forme défensive qui fonctionne aussi, parce qu'il y a des mauvais tirs, mais parce qu'ils ont des jeunes qui font pour leur première série de playoffs, qui font la série de playoffs de leur vie. Petit pronostic, Kyo nous dit les Pels en 6. J'y crois. Kyo, bien sûr, qui est un petit peu biaisé, mais on ne peut pas lui en vouloir. Et puis, il y a des motifs d'espoir, comme on a pu le voir à l'instant, donc pourquoi pas. FD, qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, de cette série en termes de pronos? Difficile d'aller contre les Suns, mine de rien. J'ai dit, en fait, voilà, la direction de l'article, c'est les Pelicans vont gagner. Donc, sur le tweet, je vais dire que les Suns vont gagner en 7, histoire d'avoir raison dans les deux cas. Alors ça c'est bas, même Guillaume n'a pas osé, tu vois. Non, plus sérieusement, je pense que ça va aller en 7. Et de la même manière que j'aurais donné l'avantage à l'expérience des Timberwolves sur un match 7 à Memphis, j'aurais tendance à donner ce même avantage aux Suns et à Chris Paul en fait sur un match 7. Qui ne propose pas de vainqueur, mais qui propose le match 7, qui voit bien le match 7. J'aimerais beaucoup le match 7. Et pareil, c'est difficile en cas de match 7 d'imaginer Chris Paul alors qu'il a eu une maîtrise du clutch exceptionnelle toute cette saison. Vraiment, assez incroyable, que je salue et que j'ai apprécié à sa juste mesure tout le long de la saison.
C'est difficile de l'imaginer du coup Choke dans un Game 7 alors qu'il est peut-être au sommet de son art. Moi j'aimerais bien que, bah, à l'instar de Guillaume d'ailleurs, c'est sa première phrase, mais du coup je doute, peut-être c'est une boutade, je n'ai pas le temps de lire la suite. Mais moi j'aimerais bien voir New Orleans passer parce que j'adore ce genre d'upset légendaire bien évidemment. Néanmoins, je pense que si je suis objectif, on va dire les Suns en 7, parce que j'ai vraiment envie que cette série aille en 7, bien évidemment.